Donc bonjour, chers maîtres, chers collègues, permettez-moi de vous présenter le cours d'aujourd'hui qui est à propos de la cardiomyopathie hypertrophique. Donc et pour ceci, j'ai choisi alors de suivre le plan suivant. Donc après une introduction avec définition de la cardiomyopathie hypertrophique, on va voir donc alors les principales étiologies de cette pathologie, les principaux mécanismes physiopathologiques, donc comment poser le diagnostic positif de la CMH et l'intérêt d'un conseil génétique dans cette pathologie. Ça, en ce qui concerne la première partie de mon cours. Donc la deuxième partie alors, elle va concerner principalement la prise en charge thérapeutique de la pathologie. On va voir alors comment traiter et qui traiter d'abord. Et comment prévenir donc, le risque de la mort subite chez ces patients avant de conclure. Donc pour introduire d'abord les cardiomyopathies en général sont des anomalies structurelles et fonctionnelles du myocarde ventriculaire. Donc ils ne sont pas expliqués ni par une coronaropathie ni par des conditions de charge telles que l'HTA ou donc un RAC serré. Donc la CMH c'est une cardiopathie monogène et qui est hétérogène, qui a été décrite depuis plus de 50 ans. C'est une cause très importante de mort subite, d'insuffisance cardiaque ainsi que la fibrillation auriculaire. Donc c'est la plus fréquente des maladies cardiaques héréditaires, mais quand même avec une faible prévalence chez les adultes de l'ordre de 0,02% jusqu'à 0,2%. Donc il parlait un petit peu de l'histoire de cette pathologie qui était décrite pour la première fois en 1868 sous donc, le nom de rétrécissement cardiaque sous-aortique. Et malheureusement c'est une pathologie qui était tombée dans l'oubli jusqu'à la fin de 1950, qui était redécouverte pour la deuxième fois par les anglo-saxons, donc notamment par Brogg, et que son travail a montré la gravité de cette pathologie par la description des 7 jeunes donc adultes décédés par mort subite, et chez qui l'autopsie a révélé la présence d'un HVG asymétrique avec désorganisation des fibres musculaires ainsi que la présence de fibrose. Donc, concernant la définition de la CMH selon que les sociétés américaines ainsi que les sociétés françaises, donc on définit la CMH par un épaississement de la paroi de VG qui n'est pas expliqué par autre cause cardiovasculaire, notamment comme on l'a dit soit l'HTA soit le RAC. Et donc ça peut être un adulte qui vient vous voir ainsi que ça peut être également un enfant qui vient vous voir. Donc la variété des profils, ça explique qu'il y a plusieurs étiologies à évoquer. Donc rendons alors un petit peu le diagnostic étiologique complexe. Donc, concernant les étiologies, jusqu'à 60% des cas, ils sont dominés principalement par l'imitation des gènes du protéine du sarcomère, alors que 25 à 30% des cas restent toujours d'étiologie inconnue, et 5 à 10% des cas, donc ce sont entre des anomalies congénitales, génétiques plutôt, donc ce sont les maladies héréditaires métaboliques, ou peut-être les maladies neuromusculaires, par exemple l'ataxie de Friedreich, ou dans quelqu'un syndrome malformatique, par exemple, soit Danon ou Leopard, ou peut-être donc les maladies du Pompe, ou ça peut être également des personnes qui portent des troubles non génétiques et qui imitent des formes génétiques, par exemple le cas de la myélose, et ça peut être également de nouveau-nés, donc des nerfs diabétiques dans le cadre de macrosomie, ou par d'origine toxique par la prise de quelques médicaments de façon prolongée, quels que soient des corticoïdes ou des hydroxyquinolones dans le cadre comme antipaludien. Donc parlons un petit peu de la CMH sarcomérique, vu que c'est l'étiologie la plus fréquente et la plus probable. Donc la CMH sarcomérique appelée également la CMH familiale. Donc c'est une pathologie de transmission autosomique dominante, ça veut dire qu'il y a un risque de transmission de la descendante de 50% des cas, et donc cette pathologie on l'appelle monogénique hétérogénique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs gènes qui sont impliqués dans l'apparition de cette pathologie, plusieurs gènes, une dizaine de gènes qui sont donc principalement, et donc c'est une pathologie qui est monogénique, ça veut dire le patient qui est porteur de la CMH ne peut avoir plus d'un gène qui est muté. Donc les principaux gènes qui sont impliqués de ces pathologies, c'est le MYP7-3 ainsi que le MYH7. Le MYP7-3 qui code principalement pour la protéine C cardiaque, et donc l'autre gène elle code pour la chaîne lourde bêta de la myosine. Donc ces anomalies elles altèrent principalement le sarcomère qui constitue donc l'unité de la myofibrie, altérant alors le raccourcissement lors de la contraction, donc entraînant une hypertrophie qui est compensatrice et qui touche principalement le septum. Donc d'autres gènes, par ordre précoce, notamment sont des gènes qui codent pour la troponine I ou pour la troponine T et pour la tropomyosine alpha. Donc, concernant les principaux mécanismes physiopathologiques de la CMH, comme son nom l'indique, c'est une cardiomyopathie, c'est-à-dire c'est une anomalie du muscle cardiaque, et donc c'est le premier élément de sa physiopathologie.
C'est un désordre génétique qui touche principalement les cellules myocardiques et qui entraîne donc une altération de sa contraction. Le muscle ne va pas se contracter correctement et donc il va s'hypertrophier comme on le voit à droite avec la formation de fibrose pour. Et la particularité de cette pathologie, c'est qu'elle touche principalement le septum, réalisant donc un aspect qui est asymétrique du VG. Donc la particularité ou plutôt les conséquences de cette hypertrophie. Donc les conséquences, ou plutôt sont deux problèmes créés par cette hypertrophie. La première, elle est structurelle. Donc suite à l'hypertrophie, il y aura une réduction du volume ainsi que le diamètre des cavités cardiaques en général. Donc à droite, il y a un cœur qui est normal, avec un VG qui est normal, et à gauche, c'était un cœur qui est hypertrophié. Et donc, lorsqu'il y a une hypertrophie, il y a une réduction de volume ainsi que le diamètre de VG. Un VG qui est réduit de taille, donc il ne peut pas se remplir correctement, donc il ne va pas éjecter correctement, responsable alors d'une diminution des débit cardiaque avec une instance cardiaque qui est diastolique. À noter également, autre conséquence, c'est que donc, le volume télédiastolique au cours de la CMH il est un petit peu normal, tandis que le volume télésystolique il est très réduit, ce qui explique la fréquence des FEVG pendant lors de la CMH qui est soit normale, soit elle est augmentée. Notre conséquence qui explique la gravité de cette pathologie, c'est que suite donc, à l'hypertrophie, notamment qui touche le septum, il y a un raccourcissement de la voie d'éjection vers l'aorte, donc avec un mouvement qui est anormal de la valve mitrale qui sera aspirée vers le septum, ce qu'on appelle le mouvement systolique antérieur de la valve mitrale, qui sera mieux illustré ici. Voilà, donc la valve mitrale est aspirée donc, vers le septum par la même position du pilier qui est un petit peu antérieure et qui sera aggravée secondairement par un effet Venturi. L'effet Venturi, c'est-à-dire une aspiration de la valve mitrale par une accélération des vitesses dans un canal qui est déjà rétréci par l'hypertrophie septale. Et donc, il y a d'autres paramètres à part l'accélération de flux, il y a d'autres paramètres qui vont donc favoriser également l'apparition de ce mouvement systolique anormal, notamment la première chose, c'est un déplacement au cours du CMH par un cœur qui est normal, donc le déplacement des muscles papillaires qui est vers l'intérieur et antérieur, avec un allongement également des fuyers valvulaires, responsable d'un relâchement de ces fuyers qui vont s'égarer sur la voie d'éjection aortique. Donc, résumons un petit peu ce qu'on a dit à propos de la physiopathologie. Donc, secondaire à une anomalie génétique qui va créer une hypertrophie qui est compensatrice avec prédominance septale, qui est à la fois responsable des dysfonctions diastoliques, donc responsable également d'une obstruction, notamment vers la voie d'éjection aortique, avec donc, la création des anomalies mitrales. Tous ces trois facteurs vont favoriser l'apparition d'une IAM secondaire. L'IAM, bien sûr, est responsable d'une dilatation de l'objet, et donc ce qui va favoriser l'apparition notamment d'une fibrillation auriculaire qui est très fréquente au cours de la CMH. Donc, concernant le diagnostic alors positif, d'abord, la première étape de diagnostic, c'est essayer de collecter quelques informations qui permettent donc d'orienter vers une étiologie précise. Par exemple, essayer d'établir un arbre généalogique soit de 2 à 3 générations, donc à la recherche d'une étiologie génétique qui peut expliquer la pathologie. Donc l'âge, c'est un élément très fondamental. Donc l'âge permet d'orienter. Par exemple, donc un nourrisson ou un nouveau-né, donc on voit souvent ce sont des anomalies métaboliques héréditaires ou ce sont des syndromes dysmorphiques. Et par contre, donc la myose, donc se voit à un âge qui est plus tardif, notamment vers les soixantaines. Il faut rechercher également les autres signes spécifiques, la notion également des signes qui orientent, soit par exemple la notion de la présence des signes de maladie de système, la présence de mort subite dans la famille, ou donc une instance cardiaque inexpliquée, ou donc la pose de pacemaker ou en notion d'un défibrillateur dans la famille. Sur le plan clinique, c'est une pathologie qui reste donc le plus souvent elle est asymptomatique, sinon le patient peut rapporter soit donc un nombre d'efforts, un hyperthémisme d'effort, les palpitations, voire même une syncope. Il peut y avoir également des symptômes non cardiaques en rapport avec donc, une pathologie quelconque. Donc à l'examen cliniquement ça peut être un examen clinique normal, sinon on peut retrouver un souffle systolique ou mitral, des signes d'essence cardiaque ou des signes spécifiques qu'on doit rechercher
qui permettent également d'orienter vers une étiologie spécifique. Par exemple, donc les troubles de l'équilibre, ça oriente directement vers une ataxie de Friedreich, donc en rapport avec une maladie neuromusculaire. Donc un nourrisson ou un petit enfant, donc avec un retard mental, des troubles de langage ou troubles visuels, ça oriente vers une maladie mitochondriale ou des syndromes génétiques tels que soit Danon, soit PAMP, soit myopare. Et donc la présence d'angiokératome en examen clinique, c'est très typique de la maladie de Fabry. Donc il faut toujours compléter l'examen clinique par un examen électrique de 12 dérivations qui est recommandé chez tous les patients avec une CMH. Donc également le CG et là sa valeur, il faut rechercher des caractéristiques de la CMH. Donc principalement une HVG qui est presque toujours elle est présente. Donc une HVG qui sera appréciée par les scores, soit le score de Sokolov ou peut-être de Cornell. Ensuite les troubles de repolarisation secondaire à type des entités inversées sur des dérivations concordantes. Ici on voit sur le latéral. Et il faut rechercher également des encus non pathologiques qui sont fines, mais typiquement elles sont profondes, c'est-à-dire qu'elles dépassent soit le 1/3 de R ou peut-être supérieur à 3 mm, donc qui se voient fréquemment dans le cadre de la myose. Donc il y a également sur le plan électrique des critères qui orientent, qui essayent de faciliter les diagnostics étiologiques, notamment par exemple si on trouve un père qui est court chez un petit nourrisson ou un enfant, ça oriente vers les maladies génétiques. Par contre, si on trouve une HVG par exemple qui est très importante avec un Sokolov qui est supérieur à 50 mm, donc ici, ça oriente vers deux pathologies principales, soit c'est une maladie de Danon, soit c'est la maladie de PAMP. Et si on trouve, troisième exemple, par exemple, une hypertrophie à l'échographie avec un microvoltage d'effet sur le CG, ça oriente dans 50% des cas vers la myose cardiaque. Et qu'on trouve de repolarisation, si on trouve des tailles qui sont profondes et inversées, qui dépassent les 10 mm, ça oriente vers le CMH de l'ordre de topographie qui est apicale. Donc il y a un faisceau des signes, quel que soit clinique, quel que soit électrique, qui permettent d'orienter et de faciliter un petit peu le diagnostic étiologique qui est souvent difficile. Et il faut, selon le SC, toujours compléter par un multi-ECG de 48 heures. Afin de guetter les troubles de rythme ventriculaire ou supraventriculaire, donc surtout si le patient rapporte des palpitations. Donc il y a un faisceau des examens qu'on réalise, donc on se base sur l'interrogatoire, sur l'examen clinique électrique, et donc le diagnostic ne sera confirmé que par l'échocardiographie. L'échocardiographie qui permet, comme on l'a dit, d'abord de poser le diagnostic, deuxièmement de rechercher les anomalies associées, et donc d'évaluer également le retentissement, quel que soit par la fonction diastolique ou par la fonction systolique. Donc, selon le SC, l'échographie permet de poser le diagnostic. Ce diagnostic, donc on parle de CMH alors, chez l'adulte ou chez le probant. Le probant, c'est la première personne qui est reconnue porteuse d'un CMH de la famille, on l'appelle probant, qui est définie par une épaisseur de la paroi de VG qui est supérieure ou égale à 15 mm. Cette valeur sera réduite à 13 mm chez les apparentés dans la famille. Et chez les enfants, c'est supérieur à 2 dérivations standards, des dérivations standards au-dessus de la moyenne qui est décrite chez les enfants, donc selon le Z-score. Ce qui est typique de la CMH sarcomérique, c'est un rapport de septembre sur la paroi postérieure qui est supérieur à 1,3. Donc toujours, il faut compléter, il faut bien évaluer le VG sur plusieurs coupes afin de préciser la distribution de cette hypertrophie qui sera classée selon la classification de Marron, 4 groupes. Le premier groupe, c'est une hypertrophie qui touche que la partie antérieure. Donc le deuxième groupe, il touche la partie antérieure avec tout le septum. Le troisième groupe, c'est une hypertrophie qui touche le septum ainsi que la partie antérolatérale. Et le quatrième groupe, qui est pratiquement très rare, c'est une hypertrophie qui touche que l'apex ou la paroi postérolatérale. Donc je projette ici un petit exemple de la CMH apicale, voilà l'hypertrophie apicale, réalisant un aspect qui est trop typique en as de pic, qui est très typique de la CMH apicale. Toujours, il faut rechercher les autres anomalies associées, notamment la présence ou pas d'un gradient sous-aortique qu'on voit en photo ici en dynamique, qui est suspecté de la présence d'une accélération de la lyasine au niveau de la région sous-aortique, donc qui est présent pratiquement dans 30% des cas, c'est-à-dire un tiers des patients ils ont une obstruction. Et donc si on applique le continu, de Doppler continu sur la vitesse de la lyasine, donc il y a une augmentation progressive de la vitesse, donc réalisant un aspect en lame de sabre qui est typique de la CMH, la concavité gauche, donc avec un maximum de vitesse en télésystole.
Donc toujours, s'il n'y a pas de création de gradient donc, au repos, il faut chercher également la création d'un gradient à l'effort, donc qui est pratiquement présent dans 30% des cas, c'est-à-dire le 1/3 des patients, soit par les malheurs de Vassalvin, donc en position assise, semi-assise ou peut-être en position debout, donc qui n'est pas recommandé chez les patients asymptomatiques et qui n'est pas recommandé chez un gradient au repos qui dépasse les 50 mm de mercure. Et il faut rappeler qu'on parle d'un CMH obstructif, c'est un gradient qui est supérieur ou égal à 30 mm de mercure. Donc les autres anomalies qu'il faut rechercher également, ce sont les anomalies qu'on a vues, donc la valve mitrale, ça veut dire le SAM, donc le moment systolique antérieur de la valve mitrale. On voit à droite donc alors l'aspiration de la valve mitrale qui est élongée, et à gauche également qui est très claire. Donc élongation du foyer de valve mitrale qui avec un contact prolongé donc avec le septum. On parle ici d'un SAM complet, c'est lorsqu'il y a un contact prolongé entre la valve mitrale et le septum qui est responsable bien sûr de l'obstruction. Donc si on applique la couleur sur quelle que soit la 4 cave ou sur donc le grand axe, on retrouve qu'il y a une unième associée donc, qui est secondaire à cette obstruction avec donc, un mouvement intérieur de la valve mitrale. Donc, dans le cadre toujours d'évaluation de retentissement de cette pathologie, on évalue toujours la fonction diastolique. Donc, l'échographie permet une évaluation non invasive de dépression de remplissage. Donc, ils sont malheureusement donc, modifiés par les conditions de charge dans cette pathologie vue donc l'hypertrophie. Et donc, un profil comme ça, c'est-à-dire anomalie de relaxation ne témoigne pas de pression de remplissage qui sont basses. Et c'est un profil comme ça, n'est pas en faveur des pressions de remplissage qui sont élevées. Et donc, le rapport de E sur E' qui est supérieur à 15 n'est corrélé des pressions de remplissage qui sont élevées que dans 75% des cas. Et donc, c'est pour ça, donc il reste les critères fiables pour évaluer les pressions de remplissage dans le cas d'une HVG. Donc, c'est la mesure de la durée de l'onde 1 pulmonaire et la durée de l'onde mitrale. Et une différence qui est supérieure à 30 millisecondes qui sont en faveur des pressions de remplissage qui sont élevées. Mais il faut renforcer également ce critère par d'autres, notamment un volume d'OG qui est supérieur à 34 ml par mètre carré et donc également donc, la vitesse de l'unité qui est supérieure à 2,8 mètres par seconde. Donc la corrélation des trois critères elle permet de dire que ce sont des pressions de remplissage qui sont élevées. Également, dans le cadre de toujours de retentissement, il faut évaluer donc la fonction systolique. On dit que souvent sur fonction systolique, donc la fraction d'éjection soit elle est normale, soit elle est supernormale, qui peut arriver jusqu'à 70% des cas. Mais est-ce que ça témoigne toujours d'une fonction systolique qui est normale? Selon les études, non. Donc c'est pour ça. Donc il y a d'autres techniques échographiques, donc notamment le strain VG, pour évaluer la fonction donc, VG, qui a montré que même la présence d'un VG qui est hyperdynamique, ça ne témoigne pas d'une fonction donc, systolique qui est normale. Donc je projette l'une des études qui a été réalisée donc, chez 400 patients, donc tous les patients étaient porteurs du CMH, et donc avec effet VG qui est normal en inclusion et sur 10 ans de suivi. On a bien sûr évalué donc, le strain VG chez ces patients donc, au début de l'étude et sur 10 ans d'évolution. Donc les patients avec un strain VG qui était altéré au préalable, donc ils ont développé plus d'événements cardiaques, quelle que soit la source cardiaque ou le mort, ou peut-être les troubles de rythme supraventriculaire et donc les troubles de rythme ventriculaire. Donc le strain VG également présente un intérêt pour faire la part de choses et éliminer quelques diagnostics différentiels. Le principal diagnostic reste toujours, c'est comme si on veut différencier entre une hypertrophie pathologique et hypertrophie physiologique, celle de l'athlète. Donc le strain VG présente également un intérêt. Donc selon les études qui ont été réalisées pour faire la part des choses entre les CMH et chez les athlètes, le strain VG chez les CMH presque toujours il a intérêt, ce sont les patients qu'on voit au milieu. Et donc les athlètes, c'est un strain VG donc, qui est similaire à un patient d'un groupe témoin contrôle qui n'ont pas de CMH. Ils sont représentés également sur l'autre figure, les petits triangles avec le strain VG qui est altéré, ce sont les patients porteurs de CMH. Donc les petits cercles, ce sont les patients athlétiques. Donc il y a d'autres critères bien sûr échographiques qui permettent de différencier entre le cœur d'athlète et la cardiomyopathie hypertrophique, notamment par exemple chez les athlétiques, c'est une HVG notamment, le plus souvent c'est une HVG qui est symétrique, avec augmentation principalement de la masse de VG également, et donc la forme du VG qui est ellipsoïde, et donc sur l'IRM, donc il n'y a pas de rehaussement tardif, on verra plus tard, et ensuite donc sur le strain VG, presque toujours il est normal chez l'athlétique. Donc,
Donc il y a des signes également échographiques qui permettent de s'orienter vers une étiologie spécifique. Ça, on trouve par exemple donc, une augmentation de l'épaisseur du septum avec également hypertrophie de VD, avec des valves auriculoventriculaires qui sont épaisses, donc avec également la présence ou pas d'un épanchement péricardique associé ou un aspect granité de myocarde. Ça oriente vers donc, une amylose. Aussi on trouve par exemple HVG concentrique, l'HVG qui dépasse les 30 mm, elle est spécifique. Donc, il est presque typique de la maladie du Danon ou la maladie de Pompe, qui a donc déjà électriquement, on pense à une maladie de Danon en Pompe sur un HVG très important avec un circulaire qui est supérieur à 50 mm. Donc également, comme on a dit, l'IRM sur l'essai présente également un intérêt pour le diagnostic de la CMH qui doit être réalisé par une équipe, une équipe expérimentée dans l'interprétation de myocarde. Et donc, je projette ici quelques images de l'IRM. Donc à droite, c'est un cœur qui est normal. Par contre, à gauche, on trouve ici une hypertrophie qui touche principalement le septum. Voilà. Sur la coupe petit axe, la coupe calve. Également, donc hypertrophie septale donc, qui est bien claire, bien visualisée. Donc l'IRM permet d'étudier le diagnostic topographique de cette pathologie, ainsi que la réalisation de bilans des anomalies morphologiques et l'évaluation de la fonction moteur, que ce soit droite et gauche. Et donc sur la gauche, c'est un aspect typique de la CMH apicale. Donc d'autres formes de CMH, ici c'est une CMH qui est concentrique monstrueuse, donc avec un petit VG qui est en blanc au milieu, donc qui est fréquemment, cet aspect est fréquemment retrouvé toujours de la Pompe ou de la maladie du Danon. Donc les flèches, donc cette petite flèche rouge, donc elle oriente donc un petit signal. Ce petit signal, c'est le redressement tardif sur l'IRM qui est obtenu 10 minutes après l'injection de gadolinium. Et donc les études, donc il y a plusieurs études qui ont été réalisées pour évaluer la corrélation entre le redressement tardif et donc les résultats à long terme. Donc notamment 4 grandes métalyses qui ont été réalisées pour l'étude de l'IRM. Et donc c'est avéré qu'il y a une corrélation entre l'étendue de la fibrose et donc la survenue de quelques événements cardiaques, notamment donc, le décès d'origine cardiaque, donc le décès également de Toulouse et donc l'apparition d'une insuffisance cardiaque, mais pas de corrélation avec la survenue de mort subite chez ces patients, donc avec une petite P qui était non significative de l'ordre de 0,5. C'est pour ça que l'IRM, selon l'ESC, n'est pas recommandé de la stratification de risque de mort subite chez ces patients. Donc parlons un petit peu de l'échographie, un petit mot sur l'échographie de contraste. Donc l'échographie de contraste, on l'utilise lorsque le patient est de très mauvaise échogénicité, donc après l'injection des agents de contraste et ultrasoniques, et qui permettent de mieux visualiser le VG. Donc en gros, c'est une échographie qui a été réalisée chez un patient de très mauvaise échogénicité qu'on n'arrive pas à visualiser notre lapex. Par contre, après l'injection de produits des agents de contraste ultrasoniques, donc on arrive donc à mieux étudier la morphologie de VG. Donc à ne pas oublier bien sûr qu'il faut réaliser des tests biologiques qui permettent à la fois de confirmer certains diagnostics et de s'orienter à l'heure. Par exemple, l'altération de fonction rénale sont en faveur d'une amylose. Donc les transaminases hépatiques sont donc, de façon typique augmentées de certaines pathologies mitochondriales, et les CPK donc, elles sont typiquement élevées de la maladie du Danon. Donc après, bien sûr, donc avoir un faisceau d'arguments, donc soit clinique, électrique et échocardiographique, on est devant une CMH, mais est-ce qu'il s'agit d'une pathologie spécifique? Donc de ce cas, bien sûr, il faut réaliser donc des tests spécifiques pour confirmer cette étiologie. Sinon, s'il n'y a pas de cause, bien sûr, déterminée après l'examen clinique et paraclinique, il faut réaliser donc un conseil génétique, un test génétique de chez le patient qui est recommandé alors devant toutes ces CMH, sauf si cause spécifique identifiée. Donc, doit être réalisé bien sûr selon les recommandations des laboratoires qui doivent être certifiés, donc avec une certaine expertise dans l'étude des mutations qui sont liées à des cardiomyopathies.
Et donc, après la réalisation des tests génétiques chez le probant, donc on est devant deux situations principales. Le probant, comme je rappelle, toujours c'est le premier patient chez qui donc, on a identifié, donc, qui est reconnu comme porteur de CMH de la famille. Donc, la première situation, soit donc, on a identifié le gène qui est responsable. Dans ce cas, il faut déclencher une cascade génétique chez la famille, notamment les apparentés de premier degré. Donc, en réalisant donc un test génétique. Donc soit on ne va pas identifier donc, un gène muté chez la famille et donc ils sont exclus de suivi à long terme. Par contre, donc, soit le gène donc, coupable est identifié et dans ce cas donc, la famille également donc, il est inclus dans une série de suivi à long terme. Par contre, la deuxième situation, c'est lorsque on n'arrive pas à identifier le gène chez les patients avec une CMH. Dans ce cas, on ne déclenche pas une cascade génétique, mais c'est une cascade plutôt qui est clinique chez les apparentés de premier degré, donc par l'examen clinique, par l'examen électrique et donc l'échocardiographie. Et donc l'examen, ça fait comment? Donc on refait un examen tous les 1 année à 2 ans pour les enfants de 10 ans à 20 ans et de tous les 2 ans à 5 ans pour les plus de 20 ans. Il faut rappeler selon l'ESC un point essentiel concernant les enfants, c'est qu'il n'y a pas de test génétique réalisé chez les enfants de moins de 10 ans. Les tests génétiques, c'est à partir de 10 ans. Et pourquoi? C'est pour deux raisons principales. Donc, premièrement, c'est parce que les études ont montré qu'il y a une faible pénétrance de la CMH en général chez les patients de moins de 18 ans et la conversion du phénotype ne se voit vers l'âge de 20 ans. Ça, d'une part. De l'autre part, c'est le côté normalement psychique, psychologique qu'il faut prendre en considération chez les petits enfants, donc en réalisant des tests à un âge qui est petit. Donc il y a également un autre intérêt pour le conseil génétique à part donc le diagnostic, donc c'est la corrélation entre le phénotype et donc le test génétique. Donc ils permettent de prédire le pronostic de la pathologie et de prédire l'évolution de la maladie. Je projette quelques exemples pour les gènes principaux. Donc notamment par exemple le MYH7, il est caractérisé par un phénotype qui est plus sévère avec un âge de début qui est plus précoce. Donc et le MYBPC3, donc caractérisé par une pénétrance qui est faible avec des tableaux qui sont moins sévères, tandis que les gènes la mutation des gènes de la troponine, donc c'est un groupe qui est homogène, caractérisé par une HBG modérée, mais avec une forte proportion de mort subite par des troubles de rythme ventriculaire et supraventriculaire avant l'âge de 30 ans. Donc ça, c'est la première partie de mon cours. Donc pour conclure, la CMH pathologique est fréquente. Donc le diagnostic le plus souvent apparaît facile, qui repose principalement sur la présence d'un HBG sur l'ETT. Le diagnostic étiologique est plus ou moins complexe. Donc l'intérêt du dépistage familial électrique échocardiographique doit être réalisé systématiquement chez les collatéraux de premier degré et l'intérêt également d'un test génétique pour confirmer le diagnostic. Et merci.